Cause commune. Chemin de traverse. D'autres voies pour imaginer demain. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pour ce 55e épisode de Chemin de traverse, d'autres voies pour imaginer demain. Dans Chemin de traverse, Frédéric, Élise, Mehdi et moi-même, Julie, nous espérons vous proposer de belles rencontres et mettre en avant des parcours personnels, des professionnels, des passions, des engagements. Ce soir, sur le plateau de la radio Cause commune, nous recevons Johan Panam. Bonsoir Johan. Bonsoir à vous et merci de me recevoir ce soir dans cette émission. Avec grand plaisir, Johan. Tu es un grand de la radio. Voilà, il faut 1m87, ouais, ça va. Tu nous as, on va dire que tu nous as mis dans l'ambiance, tu nous as chauffé avec les casques et le son. Donc, je nous espère une belle émission. Johan nous a dit slasher. Alors, j'ai bien aimé ce mot. Qu'est-ce qu'un slasher ? C'est d'avoir une vie multiple, enchaîner les activités et les jobs en parallèle. Donc c'est représenté, le slasher est représenté avec le caractère de la barre slash. C'est pour ça qu'on dit slasher. Alors on y va. Manager d'artiste, slash metteur en scène, slash reporter, slash émission de radio sur les musiques urbaines, slash acteur, slash humoriste, slash stand-up comédie et encore bien d'autres peut-être que je ne connais pas qu'on va découvrir ce soir. Avec plaisir. Alors avant que notre discussion ne commence, je vous rappelle que nous sommes en direct sur Radio Cause Commune ce mercredi 18 février 2026 et il est 22h. Vous nous écoutez sur 93.1 en FM ou en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. C'est Frédéric qui est à la réalisation de l'émission ce soir. Bonsoir Fred. Bonsoir, belle émission à vous. Alors, chères auditrices et auditeurs, n'hésitez pas à participer à l'émission en intervenant pour poser des questions ou témoigner. Pour cela, notre téléphone est branché. Vous pouvez nous appeler au 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Ou alors, vous pouvez également réagir sur le salon web de la radio. Vous allez sur le site causecommune.fm, vous cherchez la page de l'émission Chemin de traverse, vous y trouverez une zone de discussion. Allez, c'est parti pour notre discussion avec Johan Panam. Donc, Johan Panam... je ne sais pas s'il y a des choses que j'ai le droit de te poser ou pas. Est-ce que c'est donc ton nom de scène ? Oui, c'est le nom de scène, effectivement. Quand on fait de la scène, je pense que tout le monde se pose la question de savoir est-ce que je garde mon vrai nom ou pas ? Est-ce que je change ? Si je change, pourquoi je change ? Qu'est-ce que ça raconte ? Et c'est vrai que dès le départ, je me suis toujours dit que j'utiliserais pas mon nom, mon vrai nom, parce que j'essaye de bosser aussi à côté. Et voilà, pour moi, j'essaye de distinguer en fait la vie, entre guillemets, de tous les jours, la vie qu'on peut avoir pour gagner sa vie, et en même temps la vie aussi, j'appelle la vie, voilà, la vie qu'on veut, la vie qu'on rêve, la vie d'artiste, voilà, je sais pas si on peut dire ça aussi, mais voilà. Et c'est pour ça que ça me permet aussi de faire le distinguo entre, je sors du quotidien et là je rentre dans vraiment ce qui me plaît et je suis à fond et je suis cette personne sur scène, c'est ça que je me dis et voilà, c'est vraiment ça. De mon point de vue, Johan Panam, déjà ça sonne sympathiquement, ça sonne bien et c'est vrai que c'est sympa en fait, un nom d'artiste. En plus, partout où je t'ai cherché, partout où je te vois, je vois écrit toujours Johan Panam, donc je sais que c'est toi, je sais que c'est ta vie d'artiste et finalement, même pour une fan comme moi, c'est bien agréable. Ça fait vraiment artistique, on sent l'ambiance.
J'ai pas eu que des bons retours avec ce nom. Ah, je te le bon. partage, je vous le partage même. Ok. Non, bah par exemple, voilà, un petit dédicace à Manu qui s'occupe d'un bar à Comedy Club sur Paris, qui à chaque fois, voilà, me vanne sur le choix du nom. Elle me dit, mais avec ce nom-là, jamais, voilà, ça fait amateur, etc. Je dis, ok. Et du coup, ça me challenge en fait. Je me dis, attends, on va voir jusqu'où on peut aller avec ce nom en fait, parce qu'effectivement, Paname, ça fait tout de suite connotation Paname. Il y a un comedy club qui s'appelle Panama Café aussi. Donc souvent on me dit, mais il y a un lien avec le Panama Café? Non, pas encore. Non. Et aussi Paname aussi, ça peut paraître prétentieux de se dire, mais t'es qui pour mettre Paname dans ton nom en fait? Ah, mais il n'y a pas le ok, d'accord. Donc c'est un sujet. Après effectivement ça rime bien. Je trouve que ça rime bien, ça passe bien, ça se retient assez facilement. Mais voilà, les avis sont partagés, je les écoute. Peut-être qu'un jour je changerai, hein, je sais pas. Mais en tout cas pour l'instant voilà, ça me va bien. Je m'y retrouve et puis voilà. Puis je trouve aussi, donc on va en parler tout à l'heure, mais j'ai déjà vu nous 2 émissions de toi en direct là le vendredi soir, et je trouve que ça te va bien comme nom, parce que aussi c'est bien de se raccrocher à ses racines. C'est bien d'avoir du sens, même si mettons, tu deviens une star internationale et comme a dit cette personne, tu as un pauvre nom de Johan Paname, et au moins tu renies pas qui tu étais. Oui, alors tu sais que je suis arrivé sur Paris, moi, il y a une dizaine d'années maintenant. Je suis originaire de Châteauroux. Oui, justement, on se et demandait. Johan Châteauroux, je trouve que ça passe pas trop, tu vois. Et je pense que ça fait partie aussi du choix de Paname, peut-être une recherche un peu de crédibilité, la street crédibilité, comme je peux dire parfois sur scène. Mais ouais, Johan Châteauroux, ça passe moins bien, je pense. Non, je sais pas, t'en penses quoi? Ouais, ok. Ton rire veut dire beaucoup de choses, ok. Et donc ça fait 10 ans alors que tu es à Paname. Ça fait une dizaine d'années, ouais, après avoir parcouru plusieurs villes de France pour différents sujets, effectivement, ouais, c'est ça. Donc tu es donc de Châteauroux, ouais. Qui est environ au milieu nord, milieu un peu haut de la France. C'est pas loin du centre de la France. Le vrai centre, je crois qu'il est du côté pas loin d'Argenton-sur-Creuse, qui est à une 30aine de kilomètres de Châteauroux. Châteauroux, pour le situer, c'est à 2 heures de Paris en train. C'est à 3h30 de Bordeaux. Tu vois, pour situer un peu. Donc c'est vraiment la région centre. C'est vraiment ce qu'on appelle la région centre. D'ailleurs, la zone, c'est région centre. Voilà, tout simplement. Donc on peut pas se tromper. Et c'est une petite ville en fait de la région centre. Avec ces histoires de petites villes et pour aussi si on veut parler un petit peu de personnes qui ont pu passer par là, on a Michel Denisot d'ailleurs alors il est pas de Châteauroux même, il est de Saint-Genoux, c'est un peu à côté, c'est une petite campagne à côté, mais voilà, il a beaucoup participé aussi à la vie locale, notamment en étant président du club de Châteauroux qui s'appelle la Berrichonne. Et il y a aussi, malheureusement, maintenant, voilà, par rapport à toutes les histoires, Gérard Depardieu aussi, qui est originaire de Châteauroux. C'était la ref à l'époque. Maintenant, c'est un peu moins la ref, du coup, avec tout ce qui se passe. Donc, voilà. Donc, il vient quand même de Châteauroux. Il y a aussi un humoriste qui est originaire de Châteauroux qui s'appelle Younes Depardieu. Alors, lui, il a fait le choix du nom, mais à une autre époque. Maintenant, je pense qu'il doit faire attention. Il doit se dire, merde, est-ce que j'ai fait le bon choix? Ça a bien marché pendant un moment. Voilà. Après, il y a d'autres personnes aussi. Je les ai pas toutes en tête, mais voilà, c'est celles qui me viennent tout de suite. Et donc, toi, tu as grandi t'as fait tu es né, tu as fait ta scolarité, ton lycée dans la région? Je suis né à Châteauroux, effectivement. Et j'ai grandi aussi dans cette zone-là, dans une zone qu'on appelle une ZUP. On appelle une ZUP, zone urbaine prioritaire. J'ai jamais compris la priorité à quoi. Peut-être la priorité au contrôle. Ah, allez, bam, celle-ci, elle est gratuite. Non, mais c'est vrai que voilà, à l'époque, il y avait beaucoup de contrôle quand on venait de ces zones-là. Mais je pense que ça apprend aussi à rencontrer des personnes se lier d'amitié, être solidaire et vivre des galères ensemble aussi. Parce que c'est un peu ça aussi le quotidien finalement. Il n'y a pas
tellement de choses à faire. Déjà que c'était à Châteauroux. Alors si en plus t'es dans une zone spécifique, bah là tu t'ennuies pas, tu vois. Et je pense que ça fait partie aussi de qui je suis aujourd'hui. Certains, je pense, se reconnaîtront là-dedans. C'est voilà, se retrouver entre potes, se vanner, toujours dans l'arrière. Voilà, se vanner. Et ça, c'est quelque chose qui se perd aussi au fil du temps, parce que voilà, on vieillit, on change de code, on rentre dans les codes un peu de la société, et on perd un petit peu finalement ce naturel, je pense, qu'on a quand on est un peu plus jeune, qu'on se permet aussi, tu vois, entre amis. Et je pense que c'est ça aussi qu'on retrouve sur scène finalement. C'est un peu ce côté-là aussi. Ok. Et donc, donc tu as quitté Châteauroux à quel âge ? Alors j'ai quitté Châteauroux à 17 ans. Mais avant de quitter Châteauroux, il y a quand même des choses intéressantes peut-être à partager et qui font partie aussi de mon parcours, en tout cas peut-être des points qu'on va pouvoir aborder après. Dans mon bâtiment, j'avais un de mes cousins qui habitait, donc on se voyait assez facilement, un coup d'ascenseur et c'était réglé. Et il était fan de rap, vraiment fan de rap. Et il m'a embarqué dans sa passion. Il avait beaucoup de CD à cette période-là, CD, cassettes, etc., les enregistrements. Et j'ai découvert avec lui le rap, les artistes du moment, les morceaux, les textes, les mélodies, les émotions aussi. Et c'est vrai que dans certaines musiques, on retrouvait dans les textes des moments de vie que nous aussi on vivait à notre échelle à Châteauroux. Et c'est des choses qui nous ont parlé, je pense. Et on a eu envie aussi de pouvoir nous exprimer de la même façon que ces rappeurs. Et on a monté un groupe. Voilà, on a monté un groupe de rap qui s'appelait Usual Suspect. On travaillait dans une MJC d'un autre quartier. Il y a plusieurs quartiers à Châteauroux. Et ça nous permettait voilà, de nous évader le temps d'un instant, de trouver aussi un moment, une activité, parce que il n'y avait pas tellement d'activités non plus, on va se dire les choses. Et c'était notre manière à nous de nous exprimer, de travailler, de développer aussi son côté artistique, sa manière de s'exprimer, son rapport aussi à la scène, à la musique, au texte. Et on a eu l'occasion de faire plusieurs scènes, du coup, à Châteauroux, dont une dans cette fameuse ZUP 2, dans là où j'habitais. Et ça, c'était vraiment quelque chose de fort, parce que jouer à domicile, comme on dit, bah, t'es chez toi, en fait. T'es dans tes marques, t'es dans tes repères, t'es dans les endroits où t'as toujours été plus jeune, et là, bah, on t'écoute. Voilà, on te donne un temps, on t'écoute. Des scènes aussi dans les villes à côté, et puis une scène aussi avec d'autres personnes du quartier, Mercenaires, le groupe s'appelait Mercenaires, et un spectacle, style un peu comédie musicale, mais plus en mode street, tu vois. On a joué dans une salle à Châteauroux, et donc voilà, un premier rapport à la scène, à la salle, et voilà, tout ce qui va avec, quoi. L'adrénaline, le plaisir d'être sur scène, etc. Et ça, je pense que ça fait partie clairement de ce qui m'a animé après, justement pour pouvoir continuer à revivre ça, directement ou indirectement. Et ça, c'est intéressant, je pense, pour tous ceux qui ont eu la chance d'avoir cette petite flamme en soi, et de l'avoir jeune, justement, ça te permet de t'ouvrir, sachant que Châteauroux, c'est une zone où t'as pas forcément, en fait, devant toi, l'ouverture pour faire ce que t'as envie de faire, tu vois. Quand t'es à Paris, tu veux faire du théâtre, tu fais du théâtre, tu veux faire de la musique, il y a ce qu'il faut, tu rencontres des gens de tous bords, ça te donne même des idées. Bah là, en fait, c'est pas le cas. Finalement, pour t'évader, bah, ça va être la radio. On captait pas Skyrock, voilà. Donc déjà, c'est déjà assez limité. Mais voilà, ça n'empêchait pas de partir dans les villes à côté, prendre le train très tôt. Très tôt, j'ai pris le train. Ma grand-mère était en région parisienne, j'allais la voir. Donc j'avais ce lien aussi déjà un peu avec Paris. Plus en mode vacances, etc. Mais voilà, c'est prendre le RER, sentir la vibes parisienne, écouter Skyrock, écouter Skyrock aussi, et découvrir Paris. Voilà, déjà jeune. Donc ouais, une partie de vie qui a participé à la suite.
Donc, c'est là que tu as découvert que tu aimais la scène. Et déjà très tôt. Ce que tu aimais ou que tu as ressenti, ce que tu as dit, la magie de la scène. Je pense que je fais partie aussi de ces personnes qui, dans leur famille, tu sais, sont un peu le clown de famille. Okay. Tu vois, dans toutes les familles, on a un clown ou un membre de sa famille qui toujours est là, essaie de faire rire dans les caméras, dans les vidéos de famille, tu vois. Il y en a toujours un qui se démarque un peu, et je pense que c'était un peu mon cas. Et je dis ça en connaissance de cause parce qu'on a regardé des vidéos et c'est moi qu'on me le dit. C'est pas moi qui le dis, on me dit, ah bah il est encore là, ok. Et donc je pense que ça a commencé un peu là, et puis effectivement la concrétisation de se dire, bon bah voilà, passer du moment familial à vraiment quelque chose pour le public, oui, c'était à Châteauroux, et je pense que oui, effectivement, c'était mon premier rapport à la scène, et c'est ce qui m'a plu aussi. Après, voilà, je suis parti assez tôt, donc ça a coupé un peu, parce qu'on travaillait avec un ami qui s'appelle Roms et mon cousin Ati. On était ensemble dans le groupe, et on travaillait ensemble, on se retrouvait le soir en voiture, on mettait des instrus, on écrivait, et ça marchait en fait que quand on était tous les trois ou tous les deux avec Roms. Et quand je suis parti, ça a été plus compliqué, parce que du coup on a perdu un peu cette dynamique de groupe qui te permet, voilà, de chercher l'inspiration. Et d'ailleurs on a fait quelques titres, que ce soit la MJC ou dans des chambres improvisées, etc. Il n'y avait pas tous les studios d'aujourd'hui, tous les moyens en home studio aussi accessibles qu'aujourd'hui. Et il y a un petit son, d'ailleurs, je crois que je vous ai mis à disposition, qui s'appelle Sombre Réalité. Donc c'est un son où on va retrouver Roms, du groupe auquel j'appartenais, et Kalash, qui est d'un autre coin, d'un autre quartier, qui s'appelle Vaugirard, à Châteauroux. Sombre Réalité, je sais pas si Fred l'a en stock. Oui, Fred l'a en stock. Alors avant de le diffuser, peut-être j'aurais une ou deux questions. Bien sûr. Qu'est-ce que tu faisais toi concrètement avec eux dans ce groupe, en préparation ou sur scène? Tu chantais, tu diffusais du son, qu'est-ce que tu faisais exactement? Alors pour être plus précis, effectivement, on était un groupe de rap, donc chacun en fait écrivait et rappait sur scène. Et les deux avaient vraiment bien travaillé leur karaté, si je peux dire. Donc moi j'apprenais aussi avec eux. Donc Roms a été très fort sur les images dans son texte, les personnifications. Il a vraiment une méthodologie d'écriture qui nous a inspiré à nous deux avec mon cousin. Et mon cousin avait son style aussi. Et voilà, moi je me cherchais le mien. Et en fait, à nous trois, finalement, on arrivait à trouver un style qui racontait quelque chose. Et on était cohérents aussi dans la démarche. Donc on faisait du rap sur scène. Et le rap, ça consiste à chanter? Et il y a une musique aussi? Le rap, c'est plus que ça. C'est plus que c'était. Le rap, c'est pour moi un moyen d'expression qui permet de mettre des mots sur une mélodie et de partager un ressenti, une émotion, ou de porter un message. Voilà, c'est comme ça que je le vois. On peut aussi ajouter, partager une ambiance aussi aujourd'hui, parce que c'est un petit peu plus vers ça que ça tourne aujourd'hui. Mais c'est comme ça qu'on le voit. Et nous, en fait, on écrivait notre quotidien sur ces textes. Parfois plus, on va dire, sur des sons un peu plus sombres, drama, des textes qui étaient proches du quotidien, de la réalité. On n'était pas vraiment dans la fiction ou autre, on essayait parler plus de ce qui nous touchait au quotidien. Et donc, tu parles beaucoup de textes, mais le côté mélodie, alors comment ça se trouve? Comment vous faites? La mélodie, en fait, t'as des personnes qui s'appellent des beatmakers, donc c'est un rôle finalement dans la musique. Et eux, leur rôle, en fait, c'est de laisser parler leur création, leur créativité pour créer des mélodies. Donc, t'as plusieurs styles de beatmakers. T'en as qui vont être aussi musiciens et qui vont, au travers de l'usage de leurs outils, créer des mélodies et puis les assembler, faire des accords et puis ensuite créer ce qu'on appelle des prods, des productions. Et c'est sur ces productions que derrière les rappeurs en fait s'inspirent pour aller chercher en fait
de quoi me parle ce son? Qu'est-ce que m'inspire ce son? Dans quel mood me met ce son? Et là commence le travail d'écriture sur lequel après tu vas travailler pour justement accorder au mieux ton texte et la mélodie et essayer de faire en sorte que voilà, qu'il y ait vraiment une cohésion entre les deux. Alors c'est des mélodies, enfin des beatmakers qui faisaient des choses que vous récupériez? Ouais, exactement. D'accord. Exactement. Et comment vous les récupérez? Enfin, par l'informatique, par la récupération de fichiers ou... Il y a plusieurs possibilités. Soit tu en connais un, donc oui, tu le récupères directement de clé USB à clé USB. Soit tu le connais pas et tu pouvais le récupérer depuis Internet, par exemple. Ou tu peux aussi faire directement les prods avec quelqu'un sur place, voilà, en donnant des indications. Tiens, là je vois plus telle mélodie, je vois plus tel rythme. Et lui, il compose en fait au fur et à mesure. D'accord. Mais vous, dans votre cas, vous les récupériez? Dans notre cas, on les récupérait. Ouais, ok. Ouais. Il faut avoir un beatmaker à côté de soi, sinon. Oui, effectivement. Ouais. Et puis, c'est un vrai travail de bosser avec un beatmaker et de créer avec lui. C'est un vrai sujet. Faut se faire confiance, faut se comprendre, etc. J'ai pas eu l'occasion de le faire en tant que tel vraiment sur un projet en particulier, mais ça se fait. Je l'ai vu faire aussi. J'ai vu des beatmakers le faire et franchement c'est beau à voir un artiste et un beatmaker qui arrive à trouver une direction commune pour créer en fait. Okay. Donc maintenant il serait peut-être temps d'écouter alors. Donc le titre, c'est Sombre Réalité. Sombre Réalité, exactement. C'est une musique, un son que vous avez fait donc quand tu étais à Châteauroux avec Roms et... Exactement, avec Roms, le collègue de Usual Suspect, s'il nous écoute ce soir, et Kalash, le collègue de Châteauroux aussi. Ok, Fred, tu peux envoyer, merci. C'est une exclue à ne pas diffuser. Ok. Usual Suspect, Kalash, LJB. De la Zubde jusqu'à Vosges. Quoi dire, quoi écrire, l'impression que tout a été dit. C'est de nous qu'on s'inspire, mais en conclusion les mêmes vies. Avec pour viser un futur aisé. C'est vrai que ça fait baliser de se remettre en question après une club écrasée. De marcher vers le péché, de voir que nos baskets sont usées. On veut s'enfuir, s'éloigner du pire, construire un empire. Mais à croire que de jour en jour ça s'empire. Tu veux que je dise quoi, à part qu'ici ça change pas. On n'est pas des anges gars, parfois trop de soucis cachés sous des grands sourires. J'ai la vue qui s'abîme à force de voir les grands se pourrir. La joie qui s'envenime car trop de familles qui peinent à se nourrir. À croire que la vie c'est ça, qu'il faut survivre pour vivre. Se battre pour acheter des vivres, mais laisser sans plus serrer les livres. Se dire que la soirée était bonne parce que t'étais ivre. Dans la flemme on s'enigre vers l'échec, on migre. Malgré des projets, finalement projetés de côté. Des rêves qui partent en fumée au profit de remplir des cendriers ou des cahiers. Qui nous écoutent dans ce monde à part Dieu et ceux qui t'ont créé. Tu pleuras sur ta tombe quand mort tu n'auras plus d'intérêt. On veut s'intégrer en statut agréé pour des journées agréables avant d'être enterré. Je reste sobre aux yeux de ma mère, hein, que je déconne, fume des cônes, file des comptes, des contrôles de papier à répétition. Évoluer dans un monde où j'ai papier, c'est ma putain de mission. Tous des missionnaires d'un système un peu trop autoritaire. D'après les professeurs en manque d'autorité, pour qu'à tout niquer, dans la tête trop de lacunes. Je nique ma vie mais j'en ai qu'une, je prends du recul, allume une sèche et fais défiler espacé, qu'à tracer comme une flèche. L'avenir cadenassé, des écarts j'en ai assez fait. Notre enfance on l'a sifflé comme une taille. Y'a pas de monde, une merveille, trop de démons, mais mes frères veillent à ne pas tomber du mauvais côté du précipice. Tout ça gros matériel, si c'est pas le cas c'est à la tisse. Je fais la bise aux frais dans ce bas monde, car une fois seul en bas y'a que qui diront pas monte. Les journées passent trop vite, c'est les conneries qu'on évite. Mais trop souvent on tombe dedans à croire que nos cerveaux s'effritent. Y'a plus de confiance dans certaines vies, plus de sens. À son ressent du droit chemin, trop de malchance. Les journées passent trop vite, c'est les conneries qu'on évite. Mais trop souvent on tombe dedans à croire que nos cerveaux s'effritent. Y'a plus de confiance, dans certaines vies, plus de sens. À contresens du droit chemin, trop de malchance. Si seulement je pouvais, j'aurais sûrement pas pris ce putain de chemin. Et si je pouvais, j'aurais écrit ma destinée sur un parchemin. Dans le droit chemin, imprégné mon cœur de paix. Dans la joie, la bonne humeur, en évitant tous les malheurs. Dotés de drogue, alcool qui pourrit nos vies. Ma voix en résume, en plus l'État et leur suivi, les miens se révoltent. Ma
trajet désinvolte et j'agis avec des involtures. Dans la hure, trop d'imposteurs se disent être dans la droiture. Et moi je résulte d'amusement, prendre un risque. Je sais pas si j'aurai le temps ou l'envie d'enterrer mes péchés. Ou peut-être je vais attendre la survie. Sur le lit de mort ça sera trop tard. Devant la barre sans mes bagages. J'espère bien que c'est un mirage et pas résultat de cet engrenage. Ma foi en débat, mais si seulement je voulais, y'aurait pas de si seulement je pouvais. Les journées passent trop vite, c'est les conneries qu'on évite. Mais trop souvent on tombe dedans à croire que nos cerveaux s'effritent. Y'a plus de confiance Dans certaines vies, plus de sens. à contre-sens du droit chemin, trop de malchance. Les journées passent trop vite, c'est les conneries qu'on évite. Mais trop souvent on tombe dedans à croire que nos cerveaux s'effritent. Y'a plus de Dans confiance, certaines vies, plus de sens. à contresens du droit chemin, trop de malchance. On vient d'entendre Sombre Réalité, une musique rap que tu as chanté avec ton groupe. Et j'avoue qu'à l'éclairage de tout ce que tu nous viens de dire, on l'écoute encore plus intensément. Et donc, ça m'a un peu émue, désolée. Et donc, comment il s'appelait ton groupe déjà ? Usual Suspect. J'ai rejoint le groupe, ils avaient déjà choisi le nom, j'ai rejoint Usual Suspect, voilà, ils ont fait une petite dédicace au film. On aime bien le piano, enfin moi j'adore le piano. Du coup c'est pour ça que cette prod me parle beaucoup et les sons que j'écoute de manière générale ont beaucoup de piano. Voilà. Et alors tu aimes bien le piano, tu veux dire tu l'aimes bien l'écouter et l'avoir dans le son quand tu chantes ? Exactement. J'ai même essayé aussi un jour. J'ai essayé de prendre des cours de piano quand j'étais étudiant, quelle mauvaise idée. C'était cher. Oui. Donc j'ai fait quelques cours. Première personne avec qui je fais un cours, c'était une femme qui était un peu âgée, qui voulait m'apprendre la méthode. Je sais plus, je crois que c'est la méthode rose, ça s'appelle, ou la méthode carré, je sais plus. C'est une méthode en fait. Okay. Et elle essayait de m'apprendre vraiment la méthode telle qu'elle, et en fait ça marchait pas. On n'a pas matché du tout. Du coup on s'est dit au revoir au premier cours, et j'ai trouvé une autre personne, une femme qui était un peu plus jeune, hyper sympa, et avec qui on travaillait vraiment sur l'écoute, sur la mélodie. Et elle m'a commencé à m'apprendre, et je commençais vraiment à prendre plaisir et à monter en compétence. Mais c'était trop cher, voilà, comme quoi. Voilà. C'est insupportable. Donc après, on n'a pas lâché l'affaire. Donc après, qu'est-ce qu'on a fait ? On est parti en médiathèque, on a mis les vidéos sur YouTube et on a appris quelques morceaux au piano. Bon, bref, après c'est la petite histoire, mais voilà, sur YouTube, il y a des super tutos, franchement, pour apprendre quelques morceaux, quelques accords sur le piano, ça marche plutôt bien si on prend un petit peu de temps pour s'y mettre. Et donc là, d'ailleurs, la musique rap, on peut dire que c'est de la musique urbaine ? Oui. Okay. Complètement. Okay. Et donc là, t'étais dans la musique alors. Là, vraiment, Ouais, j'étais dans le rap. Ouais, j'étais dans le rap. J'en écoutais, j'en faisais. On faisait quelques concerts. Alors attention, j'étais pas non plus le mec qui était en concert tous les 3-4 matins. Mais voilà, on se voyait régulièrement. Quand on se voyait, c'était obligatoire qu'on écrive, qu'on écoute des prods, qu'on écoute des sons. Tiens, j'ai découvert ça, etc. Et on n'avait pas toute cette partie Spotify. Donc chaque trouvaille était intéressante. Et puis tout le monde ramenait un petit peu ce qu'il trouvait. Et ça nous enrichissait aussi. Il n'y avait pas que du rap non plus. On arrivait aussi à écouter au fur et à mesure. Mais c'était quand même très rap aussi, quand même, s'il faut le dire. Quand même. C'était quand même très tourné autour du rap. Mais, quand même, à la maison, j'ai eu la chance de découvrir toutes les musiques de l'époque, des années 80. Voilà, ma mère mettait beaucoup de musique, j'ai grandi avec ma mère, mettait beaucoup de musique, et du coup j'ai cette culture aussi autour de la musique des années 90. Donc je peux toutes les chanter. Voilà, je les connais toutes.
Donc, Ok. faut pas être étonné en karaoké si je vous bouffe. Voilà. Tu aimes bien le karaoké? Non, mais Oh. j'aime C'est pas. amusant. C'est marrant. Mais je suis pas un fan de karaoké. Mais oui, enfin, s'il y a un karaoké, oui, je vais tester. Faut que je fasse une musique pour déconner, tu vois. Ok. Alors, tu nous as dit que tu es parti de Châteauroux à 17 ans. Et à la lumière de ce que tu nous as dit, quels étaient tes rêves quand tu es parti? En fait, j'ai toujours réussi à m'en sortir au niveau des cours. Je pense que j'en faisais pas trop, mais j'arrivais à être dans les clous par rapport aux notes. En classe, je pense que j'étais celui qui était toujours au fond, qui était avec ceux qui foutaient la merde, comme on dit, mais qui se faisaient pas prendre. Du coup, ça me permettait de passer les différentes étapes à chaque fois. Et c'est ce qui m'a permis de partir assez tôt. De Châteauroux justement pour partir à Orléans. Et donc partir tôt en fait ça te coupe assez rapidement de tes repères, de tes amis, de ta famille, et ça t'apprend assez rapidement à être indépendant finalement, à te faire ta bouffe à 17 ans, voilà. Bon, il y a 17 ans maintenant c'est rien, enfin je veux dire il y en a qui partent plus jeunes, enfin c'est Surtout quand même. c'est pas un âge hyper tôt, il y a beaucoup plus jeunes, mais voilà, c'était quand même assez tôt. Enfin, mon entourage en fait n'était pas encore parti à ce moment-là, donc j'étais un peu le premier à partir. Et t'apprends, voilà, à vivre tout seul, à faire tes machines tout seul, à faire tes plats tout seul, à gérer chez toi tout seul. Mais ça va, j'étais à bonne école, donc je m'en suis bien sorti. Donc oui, je suis parti pour les cours à Orléans, un passage de vie. Et tu es resté combien de temps à Orléans? J'ai fait 2 ans à Orléans. Voilà, je faisais un BTS commerce international parce que je voulais bosser à l'international. Ben oui, voilà, faut avoir des rêves dans la vie. Et c'était une manière pour moi de pouvoir essayer de partir encore plus loin. Pas forcément pour avoir envie de partir plus loin, mais voilà, j'avais envie de découvrir le monde. Et je fais un stage à Bordeaux pendant ces 2 années. Et je me dis, Bordeaux, il faut que j'y aille. Je sais pas comment, mais il faut que j'aille là-bas. Exactement. Et j'ai trouvé un moyen d'aller à Bordeaux. Alors, je me suis inscrit je voulais absolument faire un certain diplôme, mais c'était trop tard. Donc, je me suis rabattu sur une fac. Donc, j'ai fait une fac, ce qui m'a permis d'arriver à Bordeaux et voilà, de découvrir une ville plus dynamique, je trouve, quand même, qu'Orléans. Je trouve qu'Orléans, c'est un peu plus... Enfin, voilà, chacun après se fait son avis, mais j'ai trouvé un peu plus fermé. C'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais Bordeaux, j'ai trouvé cette ville beaucoup plus accueillante, beaucoup plus ouverte, avec plus de possibilités de rencontrer des gens. Et justement, en allant dans les facs, etc., en rencontrant les gens, un jour, à Bordeaux, je passe devant une salle et je vois, en fait, donc une salle de fac, une grande salle avec des vitres ouvertes, et je vois des gens qui sont sur scène, qui sont en train de parler, ça rigole, etc. Je dis, putain, mais qu'est-ce qu'ils font? Et je m'étais essayé à faire un cours de théâtre classique avant, parce que j'ai toujours voulu tester le théâtre, parce qu'à Châteauroux, il n'y avait pas forcément ces activités-là. Mais ça ne m'avait pas plu, le classique ne m'avait pas plu. Et là, je me dis, je sais pas ce qu'ils font, mais je suis sûr que ce qu'ils font, c'est bien. C'est vraiment bien, j'en suis sûr, je le sens. Je rentre dans la salle, je demande qu'est-ce que c'est, ils me disent c'est de l'improvisation. C'est du théâtre d'improvisation. Ah ouais, mais c'est quoi? Il m'explique, bah voilà, en fait, on te donne un thème, tu réfléchis pendant 30 secondes et tu rentres sur scène et tu dois créer avec la personne sur le moment. Je dis, ah ouais, mais c'est incroyable, en fait, on n'est plus dans le texte que tu dois t'approprier, avec des mots qui sont plus du jour. Putain, j'aimerais bien essayer. Bah ouais, bah vas-y, essaye, etc. Et là, je rejoins la Lubie, qui est une ligue d'improvisation à Bordeaux, avec qui je vais rester 1 an et demi, et on va faire des cours d'entraînement et des matchs d'improvisation. Il y a des matchs d'improvisation. Ça, c'est hyper sympa. Donc, tu rencontres une autre ligue, et puis c'est la ligue qui fait le plus rire le public, qui remporte le match, en fait, finalement. Et là, voilà, je me prends au goût de la scène, vraiment, avec
cette possibilité d'aller créer quelque chose, mais en partant de toi, en partant du moment présent, de l'instant présent. Et là, je kiffe. Vraiment, je kiffe. Et en plus de ça, c'est vrai que l'impro, finalement, ça développe chez toi des capacités après de réponse assez rapides, On imagine. de réactivité, tout simplement. Et voilà, j'y prends goût. Vraiment, j'y prends goût et je fais ça pendant 1 à 2 ans sur Bordeaux. Et puis, voilà, je finis mes études, etc. Et je me dis, tiens, j'aimerais bien pousser cette histoire-là de théâtre d'impro, etc. Et puis voilà, tu pars de Châteauroux, tu découvres le monde, tu vois qu'il y a des possibilités. C'est pas que à la télé. Tu te dis, ah ouais, mais en fait, il y a plein de trucs qui sont possibles, tu vois. Il y a un éventail de choses à faire finalement dans le monde. Et je me dis, tiens, est-ce que j'irai pas un peu plus loin dans ce délire d'improvisation pour travailler encore plus peut-être le côté scène, pourquoi pas le côté comédien, tu vois. Et c'est ce qui m'amène à Paris. Ça t'a amené dans un... À Paris. Ouais, ok. C'est ce qui m'amène à Paris. Je vais à Paris pour faire les cours Florent. Voilà. Classique, cliché, mais c'est vrai que quand t'es jeune, on te parle des cours Florent, voilà, t'as envie de le faire, tu te dis que c'est possible pour toi, etc. Et je pars sur Paris pour faire ça. Et voilà, j'arrive, je suis hébergé sur Paris. Un peu comme tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde galère quand il arrive sur Paris. Quand les gens sont pas originaires de Paris et qui viennent de province, il y a toujours une galère au début. Alors il y a peut-être des personnes pour qui n'ont pas eu de problème, qui sont privilégiées peut-être, peu importe, mais j'ai rencontré quand même beaucoup de personnes qui venaient de province et qui galéraient en arrivant sur Paris, tu vois. Et t'as pas galéré en arrivant sur Bordeaux ? Et sur Bordeaux, j'ai moins galéré, je pense. Je pense que c'est propre à Paris, vraiment. Mais à Bordeaux, tu faisais comment financièrement ? Tu allais à l'université, c'est ça ? Ouais. Suivre des cours. Ouais. En même temps, tu t'es rentré dans ce truc d'impro. Ouais, j'ai fait de l'alternance aussi. L'alternance, Voilà. d'accord. Et du coup, je Ok. travaillais aussi en entreprise, j'étais rémunéré, etc. Ok, d'accord. C'est là aussi où j'ai commencé à faire du commerce aussi. En tant que. T'avais un BTS commerce international. Voilà, exactement. Donc, je faisais un peu de commerce aussi, enfin, un peu de commerce. J'étais commercial, quoi, en gros. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre aussi ce métier-là. Parce que du coup, ça me suit jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est ce qui me permet de vivre. Donc, je vais pas me plaindre. Donc oui, à Bordeaux, effectivement, il y a l'impro, il y a la fac, mais rapidement l'alternance aussi pour pouvoir justement avoir un salaire. Et le départ sur Paris. Donc là, c'est là que tu dis qu'on galère plus. Je finis mon diplôme et je me dis, j'ai envie de tenter le truc. Et c'est ce que je fais. Je pars à Paris, je suis hébergé, etc. Donc, les galères. Et puis, il fallait travailler. Donc, là, je vois sur Facebook une pote qui dit, tiens, je vais partir de mon boulot de serveuse, je cherche quelqu'un. Je dis, mais bingo, c'est peut-être l'occasion. Mais j'ai jamais fait de service. Donc, comme beaucoup de personnes arrivant sur Paris, je me pointe voir le responsable du patron. On se retrouve face à face. Il me dit bonjour. Je dis bonjour. C'est pour le poste de serveur. Ok. Et il me pose une question. Il me dit, c'est quoi le nombre de couverts maximum que t'aies fait pendant un service ? Je fais putain, c'est... Et toi, tu connais rien à la restauration. Tu te dis, attends, les couverts, c'est quoi ? Le couteau, la fourchette, la cuillère, le nombre de couverts, c'est quoi ? Et je lui sors un truc comme ça. Je lui dis 35. Ce qui était cohérent, finalement. Maintenant, avec du recul, c'était cohérent. C'est passé. Il m'a dit, ok, d'accord, ça marche. Mais 35, t'avais déjà fait 35 ? Mais jamais, j'ai jamais fait de restauration. J'ai juste servi l'assiette chez moi, à mes parents, à mes cousins, à mes cousines. J'ai jamais fait de restauration. Et j'avais toujours cette hantise. À chaque fois, je me disais, putain, si je suis pris de la hantise du plateau, je me suis dit, comment je vais faire ? Tu sais, quand tu vois les serveurs avec un plateau, ils mettent tout leur verre comme ça. Comment ils font, quoi ? J'avais cette hantise-là. Je suis rentré. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que je devais faire semblant de connaître le métier que je ne connaissais pas et que ça se voit pas. C'est encore de marrant. l'improvisation. C'est de l'improvisation jusqu'à un jour. Un jour, je suis avec le fils du patron. Donc là, j'avais commencé à bien apprendre le métier. Je me débrouillais bien.
Et le fils de patron, on est posé ensemble et il me dit passe-moi le limonadier. Ah. Et du coup, je me dis putain, c'est quoi? C'est une carafe pour mettre la limonade? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce limonadier? Et tu dois faire semblant parce que c'est un mot que tout le monde doit connaître. Donc je dois forcément le connaître. Et je dis qu'est-ce que je vais lui donner? Je lui donne une carafe. Tu sais, je me suis dit peut-être qu'il va mettre la limonade dedans. Genre ça, je lui donne la carafe. Il me regarde, il me dit mais tu te fous de moi? Et je dis non. Et là, il me dit attends, je crois qu'ils sont là. Hop, il ouvre le tiroir et il me sort. Il me sort un ouvre bouteille là, le truc pour ouvrir les bouteilles en fait. J'ai dit, c'est ça le limonadier, mais ça a rien, le nom a rien à voir avec l'objet en fait, ça n'a rien à voir même avec son usage. Ah si, peut-être ouvrir la limonade, ok d'accord, mais ça n'a rien à voir. Limonadier, moi je vois quelqu'un qui fait des limonades, tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. Étymologie. Exactement. Et du coup, ça m'a marqué, voilà. Et du coup maintenant, quand je vais dans un restaurant, je dis bonjour, ouais, vous ouvrez avec le limonadier, ouais, ok, tu vois, je révise un peu. Et donc j'ai appris ce métier de serveur. Et pour gagner encore un petit peu plus ma vie, je faisais aussi chauffeur Hitch. Ok. Je sais pas si tu connais. Ouais, je connais. Enfin, j'ai jamais pris, mais je connais. Bah, c'est chauffeur. À l'époque, c'était beaucoup plus simple de le faire. Voilà, t'avais une voiture, tu pouvais le faire. Mais moi, j'avais contourné un peu les règles. Je le faisais en Twingo 1. Ça veut dire que j'ai une voiture 3 portes, mais je fais du transport de passagers. Ce qui est pas... c'est pas confort, c'est pas la meilleure voiture, tu vois. Je pensais même pas qu'on pouvait le faire, mais on pouvait le faire. Et je faisais ça aussi le week-end. Voilà, ça permettait de récupérer du liquide assez facilement. Et je voyais le midi les gens que je servais, tu vois. Je les voyais. Parce que j'avais fait des études quand même avant, tu vois. Ouais. Et j'étais serveur, et j'étais dans ce délire d'acteur, de cours Florent, etc. Et je voyais les gens le midi qui étaient là, posés et tout, chemise bien. Ils prenaient leur plat, hop, bim, ticket resto. Je dis, ah ouais, putain, en fait, ils sont bien, en fait. Mais j'ai pas de ticket resto. Moi, je mange après. C'était bien, on pouvait bouffer. Et je me suis dit, ouais, je peux pas faire ça. Enfin, faut que je continue pour faire autre chose, tu vois. Faut que je pousse, en fait. Faut que j'essaie de pousser, en fait, parce que ça va être compliqué de m'en sortir si je fais que ça. Alors que j'ai la possibilité, tu vois, peut-être je sais pas, de reprendre les études ou autre. Et respect à tous les serveurs parce que c'est pas un métier évident, c'est des horaires qui sont compliqués, surtout quand t'es en coupure. Quand t'as pas le temps de rentrer chez toi, t'es là, ok, c'est sympa de faire un tour sur Paris, mais au bout d'un moment, c'est fatigant. Et donc, je me dis, moi aussi, j'ai envie de m'asseoir à la place des mecs qui sont là, en fait. Et j'en discutais avec le patron, je lui disais, ouais, qu'est-ce que t'en penses et tout. J'aimerais bien... voilà, travailler aussi un peu, reprendre, etc. Il me dit, tu veux faire quoi? Je sais pas, dans les télécoms, des trucs comme ça, tu vois. Il me dit, faut faire une école d'ingé, etc. C'est mort et tout. Je dis, ah ouais, c'est mort. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il aurait raison, en fait? Pas forcément, tu vois. Il y a forcément eu un chemin pour pouvoir avancer là-dedans. Et j'ai gardé ça en tête, ça m'a marqué dans la tête, me dire, genre, c'est impossible. Et j'ai repris mes études après ça. J'ai repris mes études, donc je continue les cours Florent. J'ai repris mes études, pareil, en alternance. Mais des études de quoi? Des études dans l'informatique, commerce, mais spécialisé dans tout ce qui est informatique, dans l'IT, exactement. Et je continue en même temps la partie théâtre. Et j'apprenais encore un nouveau métier qui était l'IT. Donc, t'arrives en entreprise, on te dit, voilà, il va y avoir une migration de l'ancien PABX vers un IPBX, donc il faut que les switches... Ouais. Les télécoms. J'arrive sur des gros projets de téléphonie en alternance, j'y connais rien, que des mots-clés. Oui, un upgrade, oui, d'accord. Oui, quelle version? Oui, la version 7, d'accord, ok. Ok, d'accord. Mais ça, c'était dans une entreprise? C'était dans une entreprise. Donc, tu étais en alternance. En alternance. Okay. Je suis rentré dans une alternance, donc avec une partie école, une partie entreprise. Et le soir, je pouvais continuer de faire mes cours de théâtre. Et t'avais quel âge, là? Environ, quoi. C'était en 2000. J'avais. Je vais te répondre dans le truc. Dans le. Moins 10. Je crois que je devais avoir. Environ, environ, je sais plus, 24, un truc comme ça. Ouais.
Ah, mais 24. incroyable quand même. 24 ans. 25. Ouais, un truc comme Oui, ça. parce que vraiment, à 17 ans, t'as connu la vie. À 24, là, t'étais à fond. Hein. Ouais, Mm. ouais, Quand même, hein. vraiment. Ouais, Ouais. 24, ouais, c'est ça doit être ça. Ouais. Et. Enfin, 24, 25, j'en sais pas, mais oui, c'était à voilà, fond, c'était quoi. par là. C'est c'était quand par même, là. c'est quand même très jeune. Oui, oui, après, aujourd'hui, je vois des parcours, je me dis, en fait, le mien, finalement, c'est un parcours classique, quoi. Aujourd'hui, je vois des parcours, à 13 ans, ils sont déjà dans des trucs de ouf, tu vois. Pareil, des fois, dans des quartiers, à 13 ans, il y en a, ils vivent des trucs de ouf aussi pour s'en sortir. Et je me dis, en fait, moi, mon parcours, ok, j'ai un peu avancé, voilà, j'ai eu mes petites histoires, mais il y a pire que ça, tu vois. Enfin, pire ou plus compliqué ou encore plus avancé. Mais bon, bref. Chaque parcours est différent. Et donc, voilà, j'apprends un nouveau métier, l'IT, je continue mes études et je me dis, voilà, je sais pourquoi je le fais. En fait, c'est ça le truc, c'est que T'avais une motivation. t'as une motivation à te dire, tu sais pourquoi tu le fais. Et je pense qu'aujourd'hui, je rencontre pas mal de jeunes qui font des choses, mais qui ont pas eu cette possibilité en fait de goûter entre guillemets au terrain, de faire des métiers qui sont pas forcément faciles, tu vois. Et c'est un peu voilà, il y a des jeunes qui, je pense, qui font un peu les choses comme elles viennent, mais qui se rendent pas compte que ça peut être compliqué aussi, tu vois. Et du coup, quand t'es passé par là, franchement, je te jure que même quand c'est dur, tu vas au bout en fait. Tu veux dire quand t'es passé par là, de chercher un boulot, Quand t'es passé de survivre, par là, d'être serveur. Eh oui, tout quand ça. t'es passé d'être serveur, et puis quand t'as fini ton service, vas-y, tu vas prendre ta voiture, tu vas ouvrir ton hitch, tu vas faire hitch jusqu'à 5h du matin, tu vas être avec des gens bourrés, mais c'est pas grave parce que tu vas récupérer du liquide, c'est ce qui va te permettre de faire ci ou de faire ça. Après, je me plains pas, voilà, je m'en sortais, j'avais ma famille aussi qui pouvait m'aider aussi si j'avais besoin, mais c'est ce qui t'a motivé quand même pour mais c'est motivant, avancer. mais bien sûr, je pense que c'est motivant et je pense qu'on devrait faire des stages comme ça pour les jeunes qui fassent les métiers en fait des gens qui sont là au quotidien pour nous, tu vois, pour se dire, pour se rendre compte, bah voilà, si tu travailles pas, bah tu vas pouvoir faire ça aussi, mais il faut que tu vois. Faut faire pour se rendre compte en fait que bah déjà faut respecter les gens déjà parce que les gens que t'as au quotidien bah ils travaillent dur, c'est pas facile, faut pas dénigrer les gens en fait, tout simplement. Déjà tu te rends compte de ça, donc t'as l'humilité et puis voilà, après ça te pousse à vouloir continuer. Donc oui, pour te répondre, oui, je pense que ça m'a poussé à continuer et puis voilà, après j'ai fait ce diplôme là, ce master qui m'a permis de me spécialiser sur la partie IT. Et puis j'ai fini aussi les cours Florent. J'ai rencontré des gens hyper sympas avec qui je suis encore en lien aujourd'hui, avec qui on a travaillé des projets. Et c'est là où je me suis pris de goût pour tout ce qui est un peu attrait à la mise en scène. Pourquoi ? Parce que j'avais un prof qui s'appelle Hugues Boucher. Et ce prof-là, je le trouvais hyper fort en direction d'acteur. Donc la direction d'acteur, comment je la définirais, c'est la capacité d'une personne à aller chercher au fond d'un comédien, d'un acteur, le sentiment, l'émotion, l'accompagner en fait à aller chercher l'état que demande la scène. Et ça, c'est dur parce que c'est l'humain et c'est compliqué en fait déjà de manager de manière générale, ça c'est très compliqué, mais d'aller chercher au fond de l'humain, l'accompagner à aller dans un état pour avoir un rôle, c'est vraiment dur en fait. Franchement, c'est dur et de voir une personne qui le fait bien et en plus avec tact, parce qu'il y a ça aussi. T'as tout le parcours pour accompagner le comédien. J'ai trouvé ça hyper fort, vraiment. Et je pense que par mimétisme aussi, je me suis imprégné de sa méthode et par la suite, on a travaillé avec d'autres collègues de cours Florent sur un projet de pièce de théâtre. On me proposait de pouvoir jouer dedans, mais c'était compliqué aussi, ça demande beaucoup de travail avec les cours, avec les études, etc. C'était compliqué de tenir un rôle, donc j'ai dit bah tiens, peut-être que c'est une possibilité de travailler la partie mise en scène, tu vois. Et du coup, je suis parti là-dedans. Et là, j'ai commencé à travailler la mise en scène sur une pièce
qui s'appelle Si ce n'est toi, une pièce d'Edouard Bond qu'on a jouée. C'est une pièce qui existait déjà et que vous avez mis en scène, c'est ça ? Exactement, D'accord. c'est une pièce qu'on a mis en scène, qui existait déjà, une pièce d'Edouard Bond. Écrite, quoi, une pièce écrite, voilà. Une pièce écrite, exactement, d'un auteur britannique, Edouard Bond, qui est décédé après. Et on a fait cette pièce, on l'a travaillée de 2019, donc là tu vois déjà on est un peu plus proche de nous. De 2019 à 2023, on a joué dans différents théâtres sur Paris, Théâtre de l'Orme. Comment s'appelle cette pièce ? Si ce n'est toi. Si ce n'est toi. Si ce n'est toi. Ouais. Pièce très sympa. Il y a des gens au téléphone. Non. Il est pas Il est au téléphone. Il faut dire que Johan connaît très bien la radio, donc il repère s'il y a des personnes qui téléphonent, qu'est-ce qu'on va faire, si on passe la musique. En tout cas, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à appeler vraiment. Vous êtes les bienvenus. Franchement, ça ferait plaisir d'échanger avec vous, parler de parcours, d'artistique, de cours Florent aussi. Cours Florent, voilà, c'est pas donné ça aussi. Mais je pense que les cours Florent, c'est des rencontres. Tu vois, c'est des rencontres, c'est ton réseau, c'est des profs aussi. C'est vraiment des profs. Tu vois, quand t'as des bons profs qui sont très bons sur certaines parties, ça te permet de bien comprendre certaines choses. Voilà. Donc après, voilà, on travaille la mise en scène, et puis on avance au fur et à mesure des années. Et puis la musique, voilà, la musique, comme tu le sais, ça m'a toujours parlé. Et là, pareil, en région parisienne, tu découvres en fait d'autres possibilités, tu vois, autour de la musique. Alors, tu continuais quand même à faire ton travail qui te permettait de vivre, de payer de quoi manger, exactement, de quoi te loger. Et tu faisais donc toute cette vie artistique autour, tes projets de mise en scène. Donc au cours Florent, tu as appris à être acteur, c'est ça ? Exactement. Ouais. Et donc, tu n'étais pas découragé. Tu avais dépassé 25 ans, un peu plus. Tu n'étais pas découragé, tu continuais dans cette voie, un peu dans cette double. Donc, d'où le mot slasher, quoi. Cette vie parallèle entre. Ouais. Et donc, oui, comme tu dis, la musique, là, c'était un peu parti aux oubliettes. Oui, alors c'est. Toujours en tant qu'auditeur, c'est toujours un plaisir. Enfin, voilà, tu vas avoir des concerts, etc. Mais pour la faire, moins, tu vois, moins. C'est vrai que moins. Là, j'étais plus parti dans autre chose. T'avais moins le temps quand même. Là, oui, il y avait moins le temps et puis j'étais parti dans autre chose. Donc, t'étais parti dans autre chose. Ouais, exactement. Okay. Et donc, Johan est très fort en radio. Là, c'est moi qui prends une leçon ce soir. Non, pas du tout. Pas du tout, il n'y a pas... Et donc, en fait, avant de préparer cette émission, j'ai réfléchi à ce que tu fais aujourd'hui. Parce que moi, je ne connais pas toute cette histoire que tu viens de nous raconter. Moi, je connais un peu plus ce que tu fais aujourd'hui. Et je me disais, mais comment il fait pour être sur scène ? Comment il fait pour y aller? Comment il fait pour pas avoir peur, pour trouver ses textes, pour pas avoir peur du jugement, pour être là, pour savoir faire ça? Alors, je savais que tu prenais des cours, mais bon, voilà, je me disais quand même, il a un bagage, mais je veux dire, il faut avoir un truc dans le ventre, quoi, pour aller sur scène. Et du coup, je me demandais, j'allais te poser plein de questions mais finalement, je commence maintenant à comprendre, en fait, que déjà, la scène, tu t'es bien exercé quand tu étais donc à Châteauroux pour faire le rap, du rap. Et après, avec les cours Florent ou la mise en scène, ces personnes que tu as rencontrées, comme la direction d'acteurs, là, que tu nous as raconté, enfin, tout ça, vraiment, c'est ton truc, quoi. J'ai récupéré des faits. Je pense que ça m'a donné des armes pour faire du stand-up aujourd'hui. Et c'est pour ça que des fois je me dis, en fait, parfois dans ton parcours il y a des choses que tu fais un certain temps mais qui te servent en fait par la suite. Mais il y a d'autres choses qui m'ont aussi permis d'avoir un regard un peu extérieur aussi pour appréhender le fait de remonter sur scène pour faire quelque chose qui t'appartient en fait finalement, parce que le stand-up c'est quelque chose qui t'appartient, c'est assez proche de toi finalement ce que tu proposes sur scène. Et je passerai rapidement là-dessus parce que je vois le temps qui file, mais
j'ai eu l'opportunité de pouvoir après donc le théâtre continuait et puis d'autres rencontres, donc tout s'enchaîne. Hein. Ce que je te dis, en fait, il y a des choses qui sont complètement en même temps. Hein. Oui, C'est, voilà. Il y en a qui s'enchaînent, qui se font en même temps. Exactement. Et là, ce que je vais te dire, c'est en même temps de tout ce qu'on s'est dit juste avant. D'accord. Donc après, au bout d'un mois, j'ai fini les cours quand même. Tu t'imagines bien. Oui. De théâtre, les cours aussi de commerce. Et je rencontre une artiste un soir qui s'appelle Priscia, quand j'habitais sur le campus à Nanterre. Et elle me parle de beatbox. Et je me dis, putain, c'est hyper original. Mais tu parles de quoi ? De beatbox. C'est quoi ? Le beatbox, c'est une des disciplines du hip-hop qui est de s'exprimer avec la bouche. Donc, par exemple, là, c'est du beatbox. Alors, jugez pas sur le beatbox. Je suis pas de beatboxer. Mais voilà, le beatbox, c'est ça, en fait. C'est faire de la rythmique avec sa bouche et avec son corps, en fait, exprimer des sons, en fait. Elle me parle de ça. Je connaissais le beatbox puisque je m'intéressais au rap. Tu vois, c'était lié au rap. Et elle m'explique son parcours et le fait que, voilà, elle commence à se lancer, etc. Mais c'est le démarrage. Et je dis, putain, c'est hyper intéressant et tout. Et puis, on se met d'accord, on se dit, est-ce qu'on n'irait pas, est-ce qu'on n'avancerait pas ensemble pour voir, on essaye d'avancer et voir où est-ce que ça nous mène. Mais elle faisait quoi ? Elle était étudiante en psychologie. D'accord. Et en même temps, elle se lançait elle faisait déjà un peu de beatbox, beatbox, okay. Voilà, elle faisait du beatbox et étudiait en même temps. Et l'idée, c'était de se dire, bah tiens, et si on avançait ensemble autour du beatbox, autour de la carrière artistique pour voir. Et là commence une aventure qui en 2019 où on va collaborer ensemble, moi en tant que manager et Priscia en tant qu'artiste du coup. En tant que manager de Priscia ? En tant que manager d'artiste de Priscia. D'accord. Donc voilà. Et pour être manager d'artiste, excuse-moi, je te coupe, oui. Tu t'es mis en freelance ou comment c'est toute la question. Donc au début, t'es un peu le pote qui suit et puis qui apprend sur le terrain. Tu fais tes armes. Et puis en fait, tu commences à te renseigner et tu vois qu'il y a des formations aussi. Pour gagner du temps. Je suis un mec des formations, moi. Je suis un gros bolos des formations, moi. Vous m'envoyez les formations, c'est pour moi. Mais en même temps, je trouve que les formations, c'est une manière de gagner du temps, en fait. Hein. Tu vois, ça veut dire que j'ai beaucoup appris sur le terrain. Pendant 1 an, on a fait plein de bars parisiens, au culot, à aller voir la foire de Paris, etc. Alors que, tu vois, on a appris ensemble à travailler la scène. Et j'ai vu comment ça se passait, en fait. Tu vois, de démarcher une scène, de présenter un artiste. Tu vois, c'est tout ça, en fait. Mais côté manager, pas côté artiste. Donc tu vois comment ça se passe, tu vois ce qu'il prend, ce qu'il prend pas. Mais tu connaissais déjà le côté artiste, et ça c'était bien, j'imagine. Oui, mais pas sur Paris, pas mais tu pour aller chercher des pros, quoi. Tu savais parler à Priscia aussi. Tu savais. Ah oui, il y avait ce côté. Pour être manager quelqu'un, il faut aussi connaître ce qu'il fait, quoi. Effectivement, c'est vrai que je pense que tu as peut-être cette sensibilité un peu plus forte pour pouvoir parler aux artistes. Effectivement, tu as raison. Et on traverse un parcours où elle évolue dans son beatbox, on commence à faire plein de scènes sur Paris et on commence à aller chercher des compétitions et on fait les championnats de France en 2020 qu'elle gagne. Elle gagne donc le championnat de France de beatbox en 2020, février 2020. Et là, Covid. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Le fameux Covid, voilà. Donc un titre qu'on n'a pas pu exploiter comme il se devait, tu vois, avec le Covid, etc. Mais un titre quand même. Et voilà, donc la possibilité de créer des sons aussi, petit à petit, une ouverture sur la palette musicale avec le chant qui vient s'imprégner dans le beatbox. Et on travaille sur un projet musical de 3 titres, dont un que je vous ai partagé. Et j'apprends dans tout ça le monde de la musique. Je me forme aussi. Donc j'apprends à être plus précis, à savoir étudier des contrats, à identifier l'écosystème aussi, parce que la musique, c'est tout un écosystème. Les acteurs de la musique, les tournées, les droits, enfin, il y a énormément de trucs dans la musique. Et du coup, ce qui nous permet de commencer à adresser des interlocuteurs différents.
Là où on échangeait avec des gens de bar qui avaient une scène, bah là, on va échanger avec des structures. Bah vraiment, t'as compris les codes, en fait. Exactement, t'as des codes et puis... exactement, t'as des codes. Donc, on adresse des personnes différentes et puis les projets deviennent plus intéressants. On commence à avoir des projets aussi qui rémunèrent aussi, tu vois, parce que les bars, c'est sympa. Mais voilà. Et petit à petit, voilà, on crée tout ça. Et je passe rapidement. Hein. Oui, bien sûr. Il y a un son que je t'ai partagé aussi, je sais pas si on aura le temps de l'écouter aussi. Mais c'est difficile parce qu'on a envie d'écouter les sons, mais on a envie d'avoir la suite de ton histoire. T'as envie d'avoir la suite, exactement. Et on avance dans cette aventure. Donc en tant qu'artiste, Priscia a grandi. Apprend à se découvrir aussi. Donc je vois aussi cette phase où en tant qu'artiste, bah tu passes par une phase où tu te découvres, tu vois, où t'évolues aussi dans ta partie artistique. Et on commence à se retrouver dans des challenges qui deviennent assez importants. On a une possibilité de faire The Voice, exactement. Il y a Fred qui me fait le signe de chant en régie. Parce que moi j'aime beaucoup The Voice et j'avais adoré l'audition de Priscia sur Gaël Faye. Oui, j'avais suivi. Et donc j'avais adoré sa prestation, notamment avec Gaël Faye. Ensuite, je sais plus à quel moment elle avait été éliminée, mais j'avais adoré ça, franchement. Ah ouais, bah top. Et effectivement. Donc avant toute cette phase-là, parce que en fait, ça c'est un peu la fin de l'histoire, enfin pas la fin, mais l'aboutissement. Mais en fait, quand en tant que manager, toi, ton rôle, c'est de défendre les intérêts de l'artiste. D'accord ? Donc, quand tu te retrouves sur des programmes de ce type-là, en fait, tu reçois rapidement plein de papiers qu'on te demande de signer assez rapidement. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, toi, ton rôle, c'est de dire à l'artiste, attends, avant de signer, regardons ensemble. Mais toi, t'es conscient que t'es pas avocat non plus. Donc, ça veut dire que mon rôle, c'était de trouver la bonne personne pour pouvoir identifier, bref, faire en sorte que... Et c'est ce qu'on fait. On a été accompagnés et on a pu faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Et ça s'est clôturé le jour des auditions, de ce sujet-là. Ce sujet de contrat, en fait. Hein, c'est la partie contractuelle. T'as forcément un contrat quand tu passes à la télé et derrière, t'as des possibilités d'évolution. Et on signe les contrats le jour de l'audition. Et elle fait l'audition pour The Voice. Et les 4 jurys se retournent. Se retournent. Tu sais, dans The Voice, en fait, tu chantes, les jurys sont retournés. Ah, j'ai jamais vu The Voice. T'as jamais vu ? Non, désolé. Ok, imagine, tu vois, t'es dans le siège, je suis à l'inverse, hop. Et en fait, Fred, il en peut plus. Fred, il veut partager. En gros, c'est une émission, en fait, télécrochée, où t'as des jurys, artistes. Tu vois, Florent Pagny. Tu connais Florent Pagny ? Oui. On sait jamais. Il n'y avait pas Florent Pagny, ceci dit, il y avait Amel Bent. Donc ils se retournent pendant que le chanteur chante. Pourquoi ils se retournent ? Ils se retournent s'ils apprécient la prestation de l'artiste qu'ils ne voient pas mais qu'ils entendent juste. Ils se retournent. Exactement. Et j'ai la rêve, ça y est. Ah, ça y est, tu l'as. Ça y est, tu viens de me l'expliquer. Et comme disait Fred, elle fait une reprise de Gaël Faye et bam, les 4 jurés se retournent. Et tu sais, en général, tu peux en avoir 1, 2, 3. 1, ça suffit, tu vois. 2, bien. 3, c'est bien. Et 4, c'est ouf, quoi, tu vois. Et les 4 se retournent, c'est ouf. Ouais. Et du coup, on était sur place, tu vois, avec une amie à Priscia. Et les caméras sont venues, tu vois. Nico est venu et tout. Il est venu. Ça fait grave bizarre, tu vois, de voir ce monde-là en vrai. Ouais. Et il nous demande, ouais, alors, le beatbox, etc. Donc, on fait du beatbox éclaté. C'était éclaté, le beatbox qu'on fait, tu vois. On était là en loge, on fait le beatbox éclaté. On n'a jamais été diffusé. Ça n'a jamais été diffusé. On était là, putain, regardez, on va passer. On n'est jamais passé. Je pense que le beatbox était tellement éclaté qu'ils se sont dit, non, arrêtez les gars. Et bref, voilà, donc on continue l'aventure. Et on avance. Et je me dis, j'ai toujours en moi, tu sais, quand je pense quand t'es monté sur scène, etc., t'as toujours envie, au fond de toi aussi, de monter sur scène. Et je commence aussi à avoir ma vie de famille, à avoir un petit, donc ça commence aussi à se rajouter dans le quotidien. Et je me dis, je peux plus faire mon job de manager aussi bien que je le faisais avant, parce que j'ai trop de choses en même temps. Et j'ai mis du temps à me dire, à me rendre compte des choses, tu vois. Il faut faire des choix à un moment donné.
Il faut faire des choix et puis j'ai pas envie de faire un truc pour le faire et de mal le faire, tu vois. Donc on s'est mis d'accord pour arrêter la collaboration fin décembre 2024. Et c'était aussi une opportunité pour moi d'arrêter plusieurs choses aussi, tu vois, d'autres activités que j'avais. Enfin, j'en ai partagé quelques-unes, et d'essayer de me concentrer et de me dire, ok, si je fais une activité, j'aimerais prendre du temps pour moi cette fois, tu vois. Ouais, pour ta vraie vie, ton expression artistique à toi. Pour mon expression artistique à moi, parce que c'est s'occuper d'un artiste, c'est prenant aussi, tu vois. Et puis en même temps, t'as aussi ce côté artiste que t'as envie de faire vivre. Et je me suis dit, bah voilà, si je prends du temps à côté de ma vie perso, de taf, etc., bah, j'aimerais le prendre pour moi. Et je pense que j'en ai besoin. Et c'est ce que j'ai fait. Mais tu t'étais investi dans les cours Florent, tu fais l'acteur, la mise en scène. Exactement, la radio musique. Aussi, j'avais pas parlé de la radio donc, aussi. On n'a pas parlé de la radio, mais tu as fait donc une émission de radio ici sur Cause Commune. Voilà, il y avait ça aussi qui s'ajoutait dans tout ce que je t'ai dit tout à l'heure. Une superbe émission de radio à laquelle j'ai assisté. Merci beaucoup. Émission radio voilà, où on proposait aux talents émergents de la culture urbaine de pouvoir partager leurs projets, faire leurs promos. Et big up à tous les artistes qui sont venus, à tous ceux qui ont évolué, qui ont continué dans leur parcours. Il y en a beaucoup qu'on retrouve aujourd'hui en haut des charts, et on est très content de les avoir reçus ici quand ils démarraient, parce que c'était vraiment ça aussi notre rôle, c'était de pouvoir les accompagner aussi à s'approprier aussi la radio, le média, tu vois. Mais bon, voilà, il nous faudrait des heures et des heures pour pouvoir en discuter. On va faire une deuxième émission, peut-être. Et là, on va parler de ce qui va intéresser, je pense, des personnes peut-être qui nous écoutent ce soir, ou peut-être à un autre moment. On va parler du stand-up. Oui. Voilà, à mon humble niveau, parce que ça fait pas si longtemps que j'en fais non plus, hein, tu vois. Enfin, 2 ans alors. Ça va faire non. Alors la première fois que je suis monté sur scène, ça fait moins d'un an pour te dire, mais à Paris, je pense que tu as cette chance de pouvoir monter régulièrement sur scène. Donc en fait, tu t'appropries encore plus rapidement la scène, les codes, mais ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps, et tu vois. Je suis un embryon finalement dans le stand-up aujourd'hui, mais je fais en sorte de le pratiquer assez régulièrement pour garder un rythme et continuer à évoluer rapidement, tu vois, à me remettre en question, etc. Et donc ça, c'est la chose que tu fais pour toi. Et ça, c'est la chose que je fais pour moi, et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire aussi, tu vois, au travers de l'impro. En fait, je me dis par où je suis passé, l'impro, le théâtre, la radio, je me dis, est-ce que c'est pas ça, je sais pas si on peut parler de finalité, mais est-ce que c'est pas justement un chemin qui me permet d'arriver aujourd'hui à ce dans quoi je me sens bien, qui est le stand-up, tu vois, parce que c'est un peu un mix de tout, c'est un mix de l'impro, tu vois, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais ça comprend quand même de l'impro quand t'as de l'interaction avec les gens. C'est aussi de la scène, parce que y a tout ce qui est projection de voix pour qu'on t'entende s'il n'y a pas de micro, c'est de la tenue sur scène, etc. Et puis t'as le côté humour aussi, que je voulais retrouver. Tu vois, ce que je te disais, c'est vannes en bas du quartier, tu vois, où tu rigoles avec tes potes. Mais c'est cet état d'esprit, entre guillemets, d'adolescent, d'enfant aussi, qu'il faut retrouver au fond de toi pour aller chercher, tu vois, ce que toi tu vas pas penser tout de suite quand tu vas imaginer qu'on te raconte une histoire, tu vois. Et ça, je trouve qu'on le perd assez facilement dans le monde d'aujourd'hui par rapport au code de l'entreprise, etc. On est très formaté pour se comporter d'une telle manière, s'exprimer d'une telle manière. Enfin voilà, il y a des codes. Et moi, je trouve que ça m'avait un peu bouffé, tu vois. Quand je t'ai dit que je suis rentré un peu dans l'IT, je pense que j'ai perdu tout ce côté-là quand je suis rentré là-dedans. Mais d'un autre côté, ça t'a permis aussi de pouvoir en parler, de pouvoir le mettre dans tes écrits, puisque tu l'as connu, ce monde. Oui, effectivement. Mais d'un côté, tu vois, je le vois quand je rencontre des personnes qui ont gardé cet état d'esprit, je me dis, putain, moi, je dois faire encore un travail pour retrouver ça, en fait, tu vois, et c'est là où je me dis, putain, c'est chiant, en fait, d'avoir été un peu, entre guillemets, formaté et perdre un peu ce côté enfantin, ou tu vois. Donc, ce que tu penses, que tu dis là, ça veut dire que tu aurais dû plus t'investir dans
dans ta création, dans ton expression, dans sortir de ce que tu es, toujours faire des choses autour et moins rentrer dans un moule et perdre tout ça. Et peut-être galérer plus financièrement, mais pour finalement... c'est ça ? Oui, c'est un peu ça. En fait, c'est de se dire, on a, je pense, un esprit... Enfin, j'avais un esprit, je pense, artistique. J'avais envie de mieux gagner ma vie, de faire un métier différent de ce que j'avais pu faire. Et pour le faire, j'ai dû m'adapter, faire comme si, tu vois, pour rapidement m'approprier, au détriment de qui un peu j'étais, parce que du coup, je t'expliquais un peu d'où je venais, qu'est-ce qu'on faisait, etc. C'était une manière aussi de s'exprimer, on était assez libre. Et puis voilà, faire semblant pour rentrer et puis pour évoluer, en fait, tu perds un peu de toi pour devenir adulte. Voilà, devenir adulte. Je pense que c'est ça le truc, c'est devenir adulte. Voilà, on devient adulte, etc. Donc tu perds un peu de quitter. Et tout ça pour dire que voilà, je pense que y a un travail à faire, en tout cas de ma part, pour revenir un peu à cet état-là. Bref, le stand-up, du coup. Ça me fait penser à la discussion qu'on a eu tout à l'heure. Big up à Jérôme, je sais pas. J'adore. Fred. Donc le stand-up, en fait, du coup, c'était un peu, je pense, aujourd'hui, je peux dire peut-être une finalité par rapport aux différentes étapes par lesquelles j'ai pu passer. Et j'allais voir beaucoup de stand-up, des projets en collaboration avec le stand-up. C'est quelque chose qui me plaisait déjà vraiment, mais vraiment, tu vois. Okay. Genre, je peux y aller tous les soirs, tu vois. J'y allais régulièrement. Et je me suis dit, un jour, j'irai sur scène pour faire du stand-up. C'était déjà clair dans ma tête. Mais la question, c'était quand. Et il se trouve que, quand ça a arrêté la collaboration avec Priccia, je me suis dit, c'est maintenant. Et c'était le maintenant. Voilà, c'était le maintenant. Donc, en 2024, je rejoins une formation pour justement essayer de m'approprier auprès de professionnels intervenants les codes autour du stand-up, de travailler la précision, d'avoir ce retour que t'as pas quand tu bosses tout seul, parce qu'il y en a beaucoup qui bossent tout seul et bravo à eux, parce que c'est pas évident dans le stand-up d'avancer tout seul, de pas avoir de retour et d'avoir que le public, parce que les gens se disent pas vraiment les retours. Tu vois, les gens vont pas te dire c'était éclaté ce que t'as fait, faut que tu bosses ça. Les gens vont dire ouais, c'est cool, ouais, c'est cool, tu vois. Ça aussi, ça fait partie du truc. C'est à toi aussi de lire dans les codes. Et je rejoins cette formation, je rejoins un groupe, j'y suis encore d'ailleurs là aujourd'hui. Et je me dis, il faut que... En fait, je comprends au fur et à mesure que pour avancer là-dedans, il faut bouffer de la scène. Il faut pratiquer, en fait. Tout simplement. Il faut pratiquer. Et pratiquer parce que je pense que t'as besoin de développer cette intelligence de compréhension sur ce qui se passe, sur le moment, sur les réactions qu'il peut y avoir, sur ta manière de réagir, sur te connaître toi aussi. Parce que le stand-up, c'est quand même très proche de toi, en fait. En tout cas, je pense que la plupart des stand-uppers commencent tous par parler de ce qui est proche d'eux. Après, certains co-écrivent, il y a des co-auteurs aussi. Et puis, ce qui démarque aussi les stand-uppers, c'est leur singularité. Tu vois ? Et je pense que tout le monde passe par cette étape de « Ok, je vais parler de moi, etc. » et se cherche, tu vois. Et c'est en pratiquant, finalement, que tu arrives à identifier « Tiens, là, je me sens plus à l'aise. Tiens, quand je parle de ça me parle plus. Tiens, quand je parle de ça c'est ça dont j'ai envie de parler. Tiens, la manière dont je l'ai dit là, je l'ai dit différemment de hier soir. Je vais essayer de pousser ça, etc. » Tu vois. Et c'est cette pratique-là, je pense, qui te permet d'évoluer. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que moi, je me sens bien avec le stand-up. Quand je suis sur scène, je retrouve finalement ce que c'est cette énergie, cette dynamique d'être sur scène. Et je me sers aussi de ce que j'ai appris en tant que manager d'artiste pour essayer de me positionner au bon endroit et de construire finalement un chemin
qui va me permettre peut-être demain de pouvoir proposer des textes encore plus puissants et d'aller chercher des salles plus fortes. Mais je continue quand même à côté de conseiller une artiste qui s'appelle Lisa Neka. Donc là, je peux pas dire que je fais du management comme je le faisais avec Prisha, mais plutôt du conseil. Et il y a dans l'accompagnement une chose dont je suis assez content, assez fier. C'est une collaboration qu'on a pu mettre en place avec un artiste qui s'appelle OGB de la Mafia Quinfri. Et tout ça est parti d'ici, de cette radio en fait. D'accord. Tout ça est parti de cette radio. De ton émission ? Non, même pas, d'une émission de Karim un lundi soir, parce que c'est un artiste qu'on avait reçu, enfin que Karim recevait et qui m'a proposé de recevoir avec lui pour parler de son livre qui raconte son parcours, en fait, sa vie, parce que c'est quand même une icône du rap français. Tu vois, la Mafia Quinfri, c'est un groupe mythique dans le rap. Et on a fait cette interview ensemble avec Karim ici même. Je fais une petite déviation. Oui, là. je vois. Tu fais tes petits sujets. Je fais une petite déviation. Et on a fait cette interview ensemble et en fait, j'ai appris qu'il faisait du coaching scénique. Tu vois. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant pour Lisa aussi, à qui je donnais des conseils, tu vois, que je voulais pas lâcher parce qu'elle était un peu moins avancée aussi dans la musique. Et on a fait cette session de coaching et en a découlé la création d'un titre. Parce que quand il a écouté un des titres de Lisa, il s'est dit, ce son-là, je sais pas, mais il est vraiment bien. Parce que c'est un artiste lui aussi. C'est un artiste, exactement. C'est une icône du rap français. Okay. Comment il s'appelle ? OGB. Okay. OGB. Et il a écouté un son de Lisa, il a dit, putain, ce son-là, je l'ai kiffé, j'ai écrit un truc. C'est le même jour, hein. J'ai écrit un truc, ok, on fait l'atelier et tout. Et puis, pendant l'atelier, il dit, attends, je vais essayer le truc que j'ai fait, ok. Et là, truc de fou, ça passe hyper bien avec ce que proposait Lisa. Le jour même, on est parti en studio enregistrer ce titre, ensemble. Ok. Lisa et OGB. Lisa, OGB. Et du coup, après, en tant que manager, j'avais du coup quelques contacts. Donc, on est parti chez un ami qui s'appelle Mani, dans son studio Omani Records. Et du coup, on a enregistré ce titre. Et voilà, c'est 2 titres que je t'ai partagés, mais le temps passe vite. Donc, si vous nous écoutez, je sais pas si on pourra l'écouter, les amis, m'en voulez pas. Mais super titre. Voilà, petite parenthèse. Et si on revient au stand-up, du coup, oui, elle a dit oui. Si on revient au stand-up, c'est ton émission. Hein ? C'est ton émission. Hein. On parle de tous les sujets qui te. Ouais. Mais ouais. Et là, on arrive presque à aujourd'hui là. On arrive presque à aujourd'hui, mais par rapport au stand-up, parce qu'il y a des choses, tu m'as dit que tu avais des questions tout à l'heure, justement, qui par rapport au stand-up, oui. Qu'est-ce que tu voulais voir en particulier ? En fait, moi, les questions qui me préoccupaient beaucoup, c'était pourquoi tu faisais ça ? Donc, finalement, en fait, c'est ta finalité. Parce que moi, je me demandais si tu faisais ça pour apprendre, continuer à apprendre. Parce que est-ce que tu vas continuer à vivre, à augmenter tes activités artistiques, tes activités de metteur en scène, d'acteur, peut-être d'auteur, parce que tu écris beaucoup. Tu écris tes textes pour le stand-up, mais tu écris aussi, ou tu écrivais aussi du rap. Enfin, tu as quand même une bonne part d'activité d'auteur. Donc, tu es jeune, et donc tu as encore beaucoup d'années devant toi, beaucoup de création. Et donc, pour moi, le stand-up, c'était une étape. Peut-être, je me posais la question, est-ce que pour toi, c'était une étape ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui t'attendent après, en tant qu'auteur, en tant que créateur, en tant que beaucoup de choses. Et est-ce que tu as envie de continuer là-dedans, ou est-ce que tu te dis, il faut que je fais mon métier de commercial, IT, ou je sais pas trop ce que tu fais actuellement, et où vraiment tu veux lâcher ce métier pour être à fond dans le métier d'artiste, d'auteur, aussi de manager.
C'est une bonne question et je pense que c'est une question que toutes les personnes qui ont une double vie, triple vie se posent. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que j'essaie de recentrer mes activités sur ce qui me plaît et sur ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire le stand-up. Donc, je travaille au maximum la scène, l'écriture autour du stand-up, donc régulièrement, très régulièrement même si je peux dire. L'émission que j'avais, Panam by Mike, du coup, aujourd'hui, on va être sur une démarche un peu différente de ce qu'on avait en hebdomadaire. Et en parallèle, là, on lance un projet avec Flora d'une nouvelle émission radio qui s'appelle Cause Chronique et qui va permettre à des humoristes émergents de pouvoir s'essayer à la chronique humoristique en radio. Okay. Et c'est ce qui me permettra aussi de pouvoir travailler avec eux et de comprendre aussi les mécaniques autour de ça. Et du coup, je retrouve un peu ce qui me plaît, c'est-à-dire la scène, la radio, parce que la radio, franchement, j'ai de toutes ces années de pratique de radio depuis 2018, je me suis vraiment attaché à la radio, à ce canal de communication, à comment ça fonctionne, etc. J'ai beaucoup appris, et merci à Cause Commune d'ailleurs pour ça. Et j'ai envie de continuer, et en même temps de rester cohérent aussi dans ma démarche, et de pouvoir aussi donner à des personnes l'opportunité de pouvoir s'entraîner, et de m'entraîner aussi en même temps. Donc c'est, on va dire, une démarche déjà qui me permet de continuer dans cette direction de stand-up. Je sais que c'est un chemin qui va être long, mais je sais que je vais faire ce qu'il faut pour avancer, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, et j'ai envie de le faire, et ça, je pense que c'est fort. Et après, je pense qu'il y a toujours des steps complémentaires. Alors déjà dans le stand-up, il y a plein de steps, tu vois, donc je pense que je suis un peu, je suis pas au stade les plus avancés, je suis un peu au début, si je peux dire, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à ceux qui pratiquent depuis des années. Et après, t'as plein de choses qui peuvent découler de tout ça, tu vois. Demain, peut-être que je pourrais partager cette expérience du stand-up dans un bouquin, tu vois, peut-être. Peut-être que je pourrais accompagner des gens de l'IT aussi à la prise de parole, aussi, tu vois, parce que du coup, moi, ça m'aide aussi finalement dans l'IT. Ça peut être aussi la possibilité de pouvoir bifurquer aussi sur la partie cinéma, tu vois, ce qui me permettrait de retrouver aussi ce que j'ai pu voir avant quand j'étais en cours Florent. Donc il y a plein de possibilités, tu vois. Et pour répondre à ta question qui était de dire, est-ce que tu as envie de continuer ton métier, l'IT, etc. En fait, si tu me demandes si ce qui m'anime, c'est de me lever pour aller vendre des trucs d'une boîte à une autre, et puis d'enrichir l'autre boîte, non. Par contre, ce qui me fait vibrer, c'est de me dire, je suis en train de faire quelque chose qui va peut-être faire en sorte que la personne qui va y avoir en face de moi, ce soir sur scène, elle passe un bon moment. Tu vois, et qu'elle rigole et qu'elle s'amuse et qu'elle rentre et qu'elle se dise putain, j'ai bien rigolé ce soir, je me sens mieux, tu vois. Ça, c'est autre chose en fait. C'est peut-être ma manière à moi de participer à tout ça et de me dire bah voilà, j'ai fait en sorte qu'il y ait une personne qui a passé un bon moment aujourd'hui. Peut-être que ça a changé sa journée, peut-être qu'elle était dans l'IT, dans le commerce, et que c'était une journée de merde et qu'elle est venue voir un humoriste qui lui-même a passé une journée de merde. C'est sûr. mais voilà, c'est juste ça déjà, tu vois, c'est fort. Maintenant, voilà, on va se dire les choses. Des métiers artistiques, c'est pas ceux qui rémunèrent le plus, surtout quand t'es au démarrage. Donc oui, on fait pas ça pour l'argent, d'accord. Mais le monde d'aujourd'hui, il est de plus en plus dur, tu vois. Genre quand je vais faire les cours, je me dis putain, j'ai tout ça, c'est coûte tant, mais il y a moins de trucs dans le caddie, quoi, tu vois. Et faut faire nourrir sa famille aussi, tu vois. Il faut être très productif en fait quand on est un artiste pour pouvoir gagner. Je pense qu'il faut être au bon endroit, au bon moment. Pour ça, il faut travailler, il faut s'entraîner. Et puis, bah oui, t'as une part aussi t'as une part de travail, t'as une part de talent aussi, je pense. T'as une part de moment aussi, une part de destin. Je pense que tout le monde a son destin. Une part de chance qui se provoque. Et puis voilà. C'est, pour moi, c'est un tout, c'est un ensemble, tu vois. Et si un jour, l'ensemble des planètes s'aligne pour moi, dans ce sens-là, par rapport à ce que j'aurais pu être amené à avoir provoqué, bah, je pense que je prendrai la décision de changer de parcours. Mais aujourd'hui, je veux pas retrouver la situation que j'avais eue avant, parce que je sais dans quelle situation je peux être demain.
Et je préfère jongler entre les deux parce que je sais ce qui m'attend, tu vois, et j'essaie de construire les choses un peu différemment pour trouver une alternative, tu vois, voilà. Ok. Et si le stand-up, donc maintenant tu en fais régulièrement, et est-ce que tu conseilles aux personnes qui ont envie de faire du stand-up de le faire, et qu'est-ce que tu as appris toi en faisant du stand-up alors qu'avant tu n'en avais pas fait? Qu'est-ce que il y a des choses que tu connaissais pas, que tu lui as vraiment appris en faisant du stand-up, ou est-ce que tu avais des préjugés dessus, ou qu'est-ce que tu conseillerais aux autres? Les personnes qui veulent essayer quelque chose, que ce soit du stand-up, du théâtre ou de la musique, je pense qu'il faut qu'elles l'essayent. Déjà, ça c'est la première chose. Parce que c'est en essayant qu'on pourra se faire son propre avis. Parce que l'avis qu'on peut avoir peut donner des résultats qui soient complètement alignés avec ce qu'on avait en tête, ou complètement différents. On peut être déçu, ou alors avoir des attentes, enfin en tout cas un résultat qui soit encore plus fort. Donc ça, pour répondre au premier point, ça c'est ce que je dirais, c'est qu'il faut essayer de le faire pour se faire son propre avis et vivre le truc. Ensuite, sur ce que ça m'a appris, et je pense que ça a appris à beaucoup qui font du stand-up aujourd'hui, en fait c'est pas simple le stand-up, parce qu'en fait quand tu regardes les humoristes en vidéo ou sur scène, t'as l'impression que c'est simple. Tu te dis ah ouais mais c'est simple en fait ce qu'ils racontent. Ah ouais mais c'est pas compliqué. Mais c'est en fait toute la difficulté elle est là. C'est de faire en sorte sur scène que ce que tu racontes ça paraisse hyper simple. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où c'est compliqué, tu perds le public finalement. Et donc le public ne te suit plus dans ton histoire. Donc j'ai appris finalement que faire paraître quelque chose de simple sur scène, c'est ce qu'il y a de plus dur, tu vois. Et c'est cette pratique qui te permet de pouvoir adopter tout ça. Et il faut faire beaucoup de scènes, bouffer de la scène, prendre des conseils. Je partage un conseil de Monica du Café Oscar qui m'avait partagé, qui est de dire dans le stand-up, il faut écrire 2 heures par jour. Ah ouais. 2 heures par jour. J'y suis pas encore, je vous le dis clairement, mais on essaye de le faire du mieux que se peut. C'est vrai que même en musique, même les grands musiciens qui font 3 notes très simples et qu'on a toujours dans l'oreille depuis des siècles, vraiment la simplicité, c'est un vrai art. C'est un art. C'est un art, exactement. C'est un art et c'est un art qui se travaille. Oui. Alors, donc Yohan, tu vois, 1h30 s'est passé très vite et on a raconté beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses qu'on avait envie de raconter, et notamment de passer des musiques de Prishia ou de Lisa Neka. Et alors, on n'a pas pu, mais par contre, Fred les a mis sur le chat, a mis des vidéos YouTube et qu'on mettra sur la page de l'émission. Voilà, pour ceux qui ont envie d'écouter. Voilà, de s'en rendre compte. Merci beaucoup, Yohan. Merci à Chemin de Traverse. Merci à vous de m'avoir accueilli ce soir, de m'avoir permis de partager un peu ce bout de parcours, ce chemin, oui. qui peut-être pourra donner des retours d'expérience à certains qui pourraient se retrouver là-dedans. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, et après on regarde pas les choses de la même façon, comme la première musique qu'on a écoutée par exemple. Donc Chemin de Traverse est en direct, c'est tous les mercredis soirs à 22h sur Radio Cause Commune. Et ah oui, c'est vrai, Frédéric, j'ai oublié de te demander, la semaine prochaine nous recevons Vincent David. Est-ce que tu peux nous dire une phrase sur lui, sur cette émission ? Oui, Vincent a travaillé pendant longtemps dans la communication pour les ONG, et il y a une 20aine d'années, il a créé sa propre structure sous forme de SCOP qui est spécialisée dans la communication pour les ONG. Voilà. Ok, alors ça c'est mercredi prochain, le 18 février à 22h. Donc Vincent David sera sur le plateau de l'émission Chemin de Traverse.
Juste après, vous pourrez écouter sur Cause Commune l'émission Minuit décousu qui propose ce soir 1 heure de fanzine radiophonique sur l'anti-répression, les solidarités face à la police, la prison et la justice. Voilà, alors n'hésitez pas à aller sur la page Cause Commune pour avoir toutes les références de l'émission, pour vous abonner à la newsletter, pour réécouter plus tard le podcast ou le partager de cette émission, pour nous écrire, pour nous donner des idées d'émissions, des personnes que vous voulez que nous invitons. En tout cas, on se donne rendez-vous pour une prochaine émission en direct, mercredi prochain, le 18 février à 22h. Salut et solidarité.